Au siècle des Lumières, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, prétendait que pour obtenir une architecture parfaite, il fallait en commander les façades à des Italiens et les intérieurs à des Français. Cette anecdote est à l'évidence un peu absurde, puisque l'art de l'architecte est justement de tâcher de trouver de judicieux compromis entre deux exigences souvent contradictoires, la commodité des dedans, comme on disait au grand siècle, et la symétrie des dehors. Longtemps, l'historien de l'architecture moderne, c'est-à-dire l'architecture du XVIe au XVIIIe siècle, s'est pourtant limité à considérer les ordonnances extérieures, la disposition des volumes dans l'espace, le dessin des façades. Et pourtant, si l'on se limite ainsi, une part essentielle de l'art de l'architecte nous échappe. Je l'ai dit, comment comprendre que les Français, au XVIIIe siècle, acquièrent dans l'Europe entière cette réputation élogieuse de faiseurs d'appartements. Par ailleurs, les architectes des temps modernes eux-mêmes, dans leurs traités, dans leurs recueils, dans les comptes rendus de l'Académie, dans leurs cours, comme Jacques-François Blondel, parlent énormément de la commodité des dedans, autant que, et même plus, au XVIe siècle en tout cas, que de la régularité des ordonnances extérieures. Et enfin, comment, si l'on n'étudie pas l'intérieur de ces grandes demeures, on se coupe finalement de ce que l'histoire de l'architecture peut apporter de plus authentique à l'histoire tout court. Car entre une société, une manière d'habiter et la distribution intérieure d'une maison, il y a un lien que les historiens tout court ne peuvent pas voir parce que ce n'est pas leur métier et que les historiens de l'architecture peuvent leur apporter. Et inversement, la connaissance d'une société à une époque donnée permet de comprendre, c'est ce que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, permet de comprendre pourquoi évolue l'architecture à l'intérieur, mais aussi par voie de conséquence à l'extérieur. Donc c'est ce sujet que je vais aborder en examinant la distribution des grandes demeures françaises des temps modernes du XVe au XVIe siècle. Et sur ce sujet considérable, qui est encore très imparfaitement exploré, je ne pourrais que vous donner un certain nombre de pistes et de directions. Et je ne saurais trop vous recommander, si vous voulez continuer vos connaissances, la lecture du très beau livre que j'ai indiqué dans la bibliographie de Marc Giroir sur la vie dans le château français, qui est vraiment une merveille d'écriture et une merveille de sensibilité. Les Français, au XVIe siècle, sont très conscients des améliorations que leur époque a apportées à l'architecture domestique. Voilà par exemple ce qu'écrit le moraliste Louis Guyon en 1604, et en fait il est assez âgé à ce moment-là, il a vraiment vécu au XVIe siècle, il était médecin de Charles IX. Les édifices qui se faisaient du temps des anciens n'étaient que des murailles fortes, épaisses, mal fenestrées, battues de vents pluvieux, les chambres sujettes les unes aux autres, les latrines toujours posées au plus éminent lieu de la maison. Mais depuis 100 ans ou environ, une bonne partie de ceux ont été démolis et on en a bâti d'autres, à la moderne, beaucoup plus commodes. Ce satisfecit devrait être légèrement modifié puisque la grande période de reconstruction des demeures françaises commence au lendemain de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire 150 ans, en tout cas avant la date de la publication de l'ouvrage de Louis Guyon. Mais effectivement, comme pendant les 50 premières années du XVe siècle, pour cause de la guerre,
une partie terrible de la guerre de Cent Ans, on n'a pas construit, il y a eu ce grand mouvement de reconstruction qui s'est accompagné, bien évidemment, d'une modernisation des demeures. Et tout de suite, la commodité intérieure de ces demeures a été considérée. Voyons par exemple le château de Jarzé, qui date de la fin du XVe siècle et qui, comme vous le voyez à son allure extérieure, il a beaucoup changé depuis parce qu'il a été profondément remanié autour de 1800, était un château gothique, disons. Or, il y a un document, un devis de maçonnerie, qui décrit toute la manière dont doit être fait ce château. Et je vais me pencher sur un aspect seulement, celui qui concerne la chambre. Voici la chambre. Dans la chambre sera icelle cheminée, la cheminée qui est là, tellement assise que depuis le jambage d'icelle à dextre, c'est-à-dire à droite, depuis le jambage d'icelle à droite, c'est à savoir devers les champs sont ici, il y aura jusqu'au coin devers les 10 champs 10 pieds et demi pour mettre le lit et la chaire, c'est-à-dire le fauteuil. Et entre le dit lit et la cheminée, il y aura un petit puits, une petite porte de pied et demi, d'un pied et demi de large, en biaisant, qui sera derrière la chaire, pour entrer en un comptoir qui sera en la garde-robe d'après. Et en icelle chambre aura 2 croisées, l'une devers les champs, à 1 pied et demi du pied du lit. C'est-à-dire que toute l'organisation intérieure de cette pièce, et même une bonne partie, la position de la cheminée, et même le percement de la fenêtre du côté du jardin, est faite en fonction d'un meuble, en fonction du lit. Dans beaucoup d'architectes contemporains, dans des demeures assez modestes, ne pensent pas toujours à ce point à la commodité de placer les meubles à l'intérieur d'une pièce. Et ça vous montre aussi à quel point le lit est un élément essentiel de la distribution intérieure, puisque c'est un lit à baldaquin, évidemment. Et donc, pour pouvoir le mettre, comme on le met traditionnellement, avec la tête du lit du côté de la cheminée, il faut retirer la cheminée vers la gauche, elle ne peut pas être au centre de la pièce pour laisser la place du lit et du fauteuil. Il faut une place pour ce qu'on appelle la ruelle, c'est-à-dire ce passage pour pouvoir faire le lit. Et on ne peut pas mettre non plus de fenêtre de ce côté-là, puisque cette fenêtre, on ne pourrait pas l'ouvrir, elle viendrait se prendre dans le baldaquin du lit. Donc, il y a toute une organisation à prévoir, et qui est visiblement prévue dans ce devis du XVe siècle pour combiner l'organisation intérieure de la demeure de manière à ce que les meubles principaux y prennent leur place. Autre exemple, qu'il a mon cher château de Châteaudun, qui date des années 1460, juste du lendemain de la guerre de Cent Ans, et voici la distribution au bel étage de cette demeure, où vous apercevez tout de suite que le grand escalier est ici. De là, on passe dans une salle qui est la pièce commune, la grande pièce rectangulaire. Et de là, vous apercevez 2 ensembles, 2 suites de pièces de taille décroissante très régulièrement, 2 suites de 5 pièces, une ici et l'autre là, qui décroissent régulièrement et qui sont les appartements du comte de Dunois et de son épouse. Et vous voyez donc qu'il arrive, dès cette époque très lointaine, à des conceptions extrêmement sophistiquées de ce qui sera plus tard, on appellera plus tard un appartement, une suite de pièces pour destiner à une seule personne, la dernière, numéro 5, étant la latrine. Vous apercevez peut-être à ce détail. Et ceci, en dépit d'un site qui est très escarpé, en partie par ici, du côté, vous voyez
le Loir passe, c'est la vallée du Loir, et cette architecture prend directement naissance sur le rocher, dans une architecture qui est d'une qualité et qui est très spectaculaire. Mais évidemment, on voit que les architectes sont tout à fait aptes à concevoir quelque chose d'assez sophistiqué à l'intérieur, mais ils n'ont pas, à cette époque-là, à se soucier de la symétrie des dehors. Ils ont une totale liberté pour concevoir, comme ici, l'extérieur d'un édifice, les façades d'un édifice, liberté qu'il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que l'architecte puisse la retrouver. Autre texte d'un autre moraliste du XVIe siècle, M. Duhaillan, dans un livre où il se plaint de tout ce qui a ruiné la noblesse, notamment de la vie de cour, des vêtements, etc., et naturellement de l'architecture. Donc son jugement est beaucoup plus négatif que celui de Louis Guillon. Mais vous allez voir qu'il n'est pas sans intérêt. Jadis, nos pères se contentaient de faire bâtir un bon corps, donc ça c'est le bon vieux temps où tout était parfait, un corps d'hôtel, un pavillon, une tour ronde, une basse-cour de ménagerie et autres pièces nécessaires à loger eux et leurs familles, sans faire des bâtiments superbes comme aujourd'hui on fait. Grand corps d'hôtel, pavillon, cour, arrière-cour, basse-cour, galerie, salle, portiques et autres. On n'observait pas, par le dehors, la proportion de géométrie et de l'architecture qui, en beaucoup d'édifices, a gâté la commodité du dedans. On ne savait ce que c'était que faire tant de frises, de corniches, de frontispices, de bases, de piédestals, de chapiteaux, d'architraves, de soubassements, de cannelures, de moulures et de colonnes. En bref, on ne connaissait toutes ces façons antiques d'architecture qui font dépenser beaucoup d'argent et qui, le plus souvent, pour trop embellir le dehors, enlaidissent le dedans. Donc notre moraliste, dans sa volonté de pourfendre les architectes qui ont ruiné la noblesse, accuse tout à trac non seulement la profusion architecturale, mais même le vocabulaire de l'architecture, ce vocabulaire atlantique qui fait son apparition au XVIe siècle en France. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le faire, peut-être vous souvenez-vous que Michel de Montaigne fait exactement de même, car il faut bien le dire que nos architectes du XVIe siècle ont employé à un certain moment, même le grand Philibert Delorme, un galimatia truffé d'italianismes qui sont absolument abscons. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qu'il observe, c'est que cette architecture à l'antique, c'est-à-dire l'architecture de la Renaissance, à la mode italienne, on ne parle jamais d'architecture à l'italienne. En France au XVIe siècle, on parle d'architecture à l'antique. Il s'agit de faire renaître l'Antiquité. Naturellement, on regarde ce que font les Italiens, mais on fait sa propre Antiquité. Et on observe que cette nouveauté, qui est l'intervention de la symétrie et de la géométrie des façades, dit Duhaillan, pour trop embellir les dehors, gâte les dedans. À vrai dire, je pense qu'il faut lui laisser pour lui ses conclusions, mais ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, l'architecture française ayant des habitudes de commodité à l'intérieur qui, vous l'avez vu avec Jarzé, sont très précises, et rien à régler jusqu'à présent sur les façades, ont éprouvé une grande difficulté à concilier les dehors et les dedans. Et c'est ce que dit le grand architecte de la seconde moitié du XVIe siècle, Jacques Androuet du Cerceau, quand il écrit dans son troisième livre d'architecture
est très nécessaire de dresser et arrêter le plan et dessin de l'édifice pour entendre les commodités du dedans. Donc, avec le propriétaire, il faut absolument fixer tout ce qu'il y a à l'intérieur, tant au premier qu'aux étages de dessus. Aussi, la symétrie par le dehors, afin que le bâtiment étant parfait, c'est-à-dire achevé, le maître et seigneur dit celui, n'ait regret à la dépense par lui faite, parce que souvent est advenu que pour n'avoir observé les symétries, mesures, vues et ordonnances nécessaires, au lieu d'en recevoir contentement, on eût voulu le bâtiment être par terre. Donc on voit cette exigence qui se fait jour, on est en 1582, durant le XVIe siècle, que non seulement il faut que les intérieurs soient commodes, il ne faut pas gâter la commodité des dedans, mais il faut absolument obtenir la symétrie des dehors. Et c'est évidemment pas toujours facile, surtout quand on n'y est pas habitué, si bien que nos architectes ont recours parfois à l'expédient plus ou moins glorieux de la fausse fenêtre, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une fenêtre de l'extérieur, mais qui ne peut pas en être une, parce que, pas de chance, il y a justement à l'intérieur un mur de refend qui passe par là. On le voit dès 1500 au petit château au prieuré de Saint-Ouen à Chémazé, vous voyez une fenêtre moitié vraie, moitié aveugle. Ceci, non pas pour faire une façade bien compliquée, mais pour respecter au moins la première forme d'ordonnance que connaissent les Français, c'est-à-dire la régularité de la travée verticale de fenêtre. Et vous voyez que l'exigence n'est pas très forte, puisque, évidemment, cette fausse fenêtre ne fait guère illusion. Plus curieux est en 1570, au château de Fontainebleau, l'aile de la Belle Cheminée, composée par le peintre et architecte italien Francesco Primaticcio, le Primatis, qui fait une magnifique façade, mais il n'a pas très bien calculé, il a dû calculer son coût un peu vite, et donc il y a une fenêtre qui tombe au droit de ce mur. Et donc, c'est une fausse fenêtre, mais quand vous mettez les boiseries, des vitres, et on l'a d'ailleurs un petit peu améliorée par la suite, ça c'est comme elle était au XVIe et au XVIIe siècle, personne ne voit rien. Et le maître de Primatis, l'architecte italien Sebastiano Serlio, qui est le premier grand architecte italien de la Renaissance classique à venir en France, quand on regarde ces traités d'architecture, on s'aperçoit qu'il jongle sans pudeur avec les fausses fenêtres, quand justement, pour les Français, il est obligé de mettre les lits à l'endroit où les Français ont l'habitude de voir les lits, c'est-à-dire comme au château de Jersey. Mais très vite, évidemment, les architectes vont s'habituer à jongler avec dedans et dehors, et ceci dès le XVIe siècle. Et par exemple, au château d'Annay, le grand chef-d'œuvre de Philibert Delorme, le château d'Annay a une magnifique façade organisée autour d'un axe central avec ce mélange de symétrie et de fantaisie qui est le propre de Philibert Delorme. Vous le voyez par exemple à la forme des lucarnes. Mais Delorme a pu faire ça avec des alternances de demi-croisées, de croisées, vous voyez, de fenêtres larges et étroites. A pu faire cela parce qu'il a construit devant le vieux bâtiment qu'on lui avait donné à rénover et embellir. Il a mis sa façade bien en avant avec un couloir qui est intramuros et qui est derrière la façade et qui permet d'ailleurs de rejoindre la principale salle du château qui est dans une aile à la galerie qui se trouve dans l'autre. Voilà donc l'expédient beaucoup plus habile que trouve Philibert Delorme. Et si le temps passant, on arrive à cette grande période peut-être de l'histoire de la distribution, où en grand virtuose, au château de Maison Lafitte, François Mansart jongle avec les formes extérieures et les formes intérieures, puisque vous voyez que cette façade parfaitement symétrique, avec
un avant-corps central avec la travée centrale qui s'en détache encore en saillie, une organisation très symétrique. À l'intérieur, au premier étage, la grande salle et le salon du château mangent complètement sur le corps central, tandis que l'escalier que l'on s'attendrait à trouver derrière le corps central est complètement décalé sur la droite. Donc une habitude parfaite à cette époque, au milieu du XVIIe siècle, de jongler entre dedans et dehors. Mais il se peut que le grand François Mansart ait pris son idée, développée plus modestement, mais développée tout de même, 100 ans auparavant, par l'architecte Jean Bulan au château d'Écouen, puisque à Écouen, pour cacher la position de l'escalier qui n'est pas au centre de la façade, Bulan a créé ce grand portique que vous voyez ici, ce grand portique qui englobe en partie l'escalier et en partie la grande salle du château, qui est la salle du roi. Donc on voit comment un grand architecte du XVIIe siècle reprend, avec beaucoup plus de virtuosité bien sûr, mais reprend des idées qui peu à peu se font jour dans la distribution française. Et évidemment, cette virtuosité se traduit beaucoup grâce aux architectes parisiens et à la nécessité qu'ont les architectes parisiens au début du XVIIe siècle, la cour résidant beaucoup à Paris, la noblesse de France résidant beaucoup à Paris, de tenir compte de parcelles de terrain extrêmement irrégulières, et ça c'est l'exemple bien célèbre d'Antoine Lepôtre à l'hôtel de Beauvais à Paris, qui arrive avec une parcelle d'une forme absolument impossible à déterminer une façade à axe central, une cour que vous voyez ici symétrique, et à plier tout autour la distribution de sa demeure. Vous voyez comme par exemple la galerie vient se replier au premier étage, tandis qu'en dessous, il arrive à aménager les écuries. Là, on atteint véritablement de la grande virtuosité de l'utilisation des espaces. Virtuosité qui demande non seulement des capacités d'invention et de dessin, mais qui demande aussi toute une série d'améliorations techniques des structures plus légères, d'allègement des structures de la construction. À partir de cette époque, à partir du XVIIe siècle et même du début du XVIIe siècle, maintenant qu'on maîtrise la symétrie des dehors, on va essayer aussi de maîtriser la symétrie des dedans. Ce n'est pas du tout une préoccupation du XVIe siècle, sauf dans de très grandes pièces, dans les grandes salles. Le Philibert Delorme lui-même dit que dans une grande salle, il faut mieux que la cheminée soit au centre du mur, mais c'est à peu près toute l'exigence qu'il donne. Il ne parle même pas de l'endroit où doivent être les fenêtres, et il a même des exigences qui vont tout à fait en sens contraire, puisque pour avoir un meilleur éclairage, et en ceci il est là, il reprend la vieille tradition du Moyen-Âge. Il ne faut pas que les fenêtres de deux murs opposés soient en face l'une de l'autre, afin que l'éclairage soit plus égal dans la pièce, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Les demeures médiévales, quoique peu percées de fenêtres, sont souvent une lumière très agréable à l'intérieur, parce que les architectes ont évité de mettre ces grands trous de lumière qui sont des fenêtres qui se font face. Là, c'est quelque chose qui est complètement, une idée qui est complètement abandonnée au XVIIe siècle, et l'on recherche, à la manière, comme le traduira beaucoup plus tard Blondel, enfin c'est une publication posthume dans son cours d'architecture, publié entre 1771 et 1777, par symétrie. Et il parle de la symétrie intérieure. On entend la régularité respective des corps mis en opposition, les uns vis-à-vis des autres. La nécessité de placer les cheminées, les trumeaux, dans le milieu de la longueur et de la largeur des pièces. Vous voyez ici un exemple. Il faut que les ordonnances intérieures soient aussi
régulière que les ordonnances extérieures. Dans les réalités, les choses se sont passées un peu plus lentement. Ici, dans le château au château du Guépéan, cette pièce qui fait partie du XVIIe siècle, de la partie du XVIIe siècle, on voit effectivement une cheminée bien au centre, avec deux portes qui se répondent, des grandes portes à deux vantaux à droite, l'une qui est une vraie porte, l'autre qui cache un placard, ça c'est très fréquent. En revanche, dans beaucoup d'autres châteaux, et non des moindres de la même époque, surtout quand on réaménage un bâtiment ancien, on se contente de faire des très beaux coffrages, un très beau décor. On est du château de Goulaine, en Loire-Atlantique. C'est un château qui date pour sa maçonnerie des années 1500, et là qui est complètement rhabillé au XVIIe siècle. Vous voyez la fenêtre qui est une croisée, on devine les meneaux de pierre derrière ça, et vous voyez là aussi la place du lit, comme au château de Jarzé, ce grand rectangle aveugle qui était fait à l'origine pour mettre un lit. Et donc, ça n'a pas du tout gêné dans cette pièce qui est magnifique. D'ailleurs, au rez-de-chaussée du château de Goulaine, on a conservé, et on conserve très longtemps en France, la dissymétrie à l'intérieur des demeures. Le principal est la commodité. Néanmoins, dans la grande architecture, on est au contraire beaucoup plus rigoureux, et à cette symétrie dans la décoration intérieure des pierres, comme le dit Blondel encore dans son cours d'architecture, on joint une symétrie interne plus globale du bâtiment au moyen des fameuses enfilades. La symétrie consiste encore dans la relation que doivent avoir entre elles les différentes pièces d'un appartement. Elle exige, autant que cela se peut, que l'un des axes du salon, placé ordinairement au centre, s'aligne en enfilade avec l'enfilade qui règne dans toute l'étendue du bâtiment. Vous voyez, donc ça c'est au château de Vaux-le-Vicomte, autour de 1550-1560, et vous voyez l'enfilade des portes et des fenêtres qui se terminent d'ailleurs par deux fenêtres, qui croisent une enfilade transversale, si bien quand vous êtes au milieu du grand salon, vous pouvez apercevoir toute l'étendue de la demeure et par les fenêtres, le jardin, le grandiose jardin, vous pouvez l'apercevoir qui se trouve autour. Donc, vous voyez les exigences de la symétrie qui gagnent véritablement l'ensemble de la construction dans des demeures qui sont des très grands chefs-d'œuvre du genre. Si l'on essaye de dire comme ça brièvement les grandes lignes, de sortir les grandes lignes directrices de l'évolution, je prendrai pour exemple la partie centrale de Chambord, avec l'appartement du roi tel qu'on l'avait prévu à l'origine, et l'appartement tel qu'il a été redessiné pour Louis XIV, et encore un petit peu modifié au milieu du XVIIIe siècle, juste avant le milieu du XVIIIe siècle, par le maréchal de Saxe. Vous voyez que dans le premier cas, il y a une chambre de dimension considérable, elle fait 110 mètres de surface, 110 mètres carrés, et 6 mètres 50 sous plafond, et trois plus petites pièces qui sont entresolées, c'est-à-dire qu'elles sont superposées, il y a des demi-étages, qui l'abordent, qui sont garde-robe, cabinet et oratoire. Ça fait l'appartement du roi. Pour avoir un appartement plus convenable pour Louis XIV, il a fallu prendre deux appartements du XVIe siècle et, en coupant la salle centrale, les relier en privatisant en quelque sorte cet espace intermédiaire. Sous Louis XIV, il y avait une première antichambre, une deuxième antichambre, une chambre alcôve, garde-robe, cabinet. Et sous le maréchal de Saxe, dont vous voyez la gravure qui correspond à sa dernière occupation, la seconde antichambre est devenue salle de compagnie, ce qui est un nom tout à fait typique d'un usage du XVIIIe siècle. Donc, on commence avec un nombre de pièces restreint,
Leurs dimensions et leur hauteur peuvent varier. La salle, qui est un rectangle, un carré double, comme on disait au XVIe siècle, c'est-à-dire 2 carrés. La chambre, qui est à peu près un carré. La garde-robe, qui est la moitié de la chambre. Et ce qu'on appelle le comptoir au XVe siècle et le cabinet un peu plus tard, qui est encore la moitié de la garde-robe, avec la dernière et la plus petite pièce, qui est une latrine. Une salette qui n'est jamais qu'une salle une petite salle ayant les dimensions d'une chambre, etc. Donc tout cela est assez peu varié. Les corps sont simples en profondeur, c'est-à-dire que la pièce occupe toute la profondeur du corps de logis, ce qui interdit des souplesses dans la distribution. Et il n'y a quasiment pas d'entresol. Seul le comptoir, parce qu'il est voûté, est une pièce un peu plus basse que les autres. À l'autre extrémité, voici une distribution telle que Jacques-François Blondel la conçoit dans les années 1730. Vous apercevez des pièces très nombreuses, de formes et de dimensions très variées, je reviendrai sur ce plan, des entresols multipliés, c'est-à-dire des tas de petites pièces entre 2 étages, et surtout des corps doubles en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a 2 pièces dans la profondeur du corps central, ce qui donne une beaucoup plus grande souplesse à l'organisation des espaces à l'intérieur. Pour passer de l'un à l'autre, il a fallu inventer notamment l'entresol. Le premier, on les voit dans les châteaux de François Ier, le château de Chambord, puis le château de Madrid, puis le petit château de la Muette dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, où vous apercevez les grands espaces et ici les petits espaces entresolés correspondant à des pièces plus petites. Mais là, c'est vraiment un début, et jusqu'à la fin du XVIe siècle, les entresols sont peu utilisés. C'est vraiment à partir du XVIIe siècle qu'on l'on commence, et encore plus au XVIIIe, que l'on commence à utiliser ces petites pièces qui demandent de faire beaucoup travailler le charpentier, un petit peu moins le maçon, qui demande des structures beaucoup plus légères à base de charpente pour les escaliers et de plâtre. Autre élément qui s'implante petit à petit dans la demeure, et d'ailleurs qui commence d'ailleurs au château de Madrid au milieu du XVIe siècle, c'est l'idée de rejeter tous les offices et les cuisines dans un sous-sol semi-enterré. Donc il s'éclaire juste par des soupiraux, juste au-dessus du sol, et dans lequel, comme on aurait pu voir, il y en a de magnifiques aussi à Maison Lafitte, mais là je vous montre le plan du château de Vaux-le-Vicomte, où tous les services très complexes d'une grande demeure peuvent s'étendre et se différencier avec beaucoup de pièces de tailles différentes répondant à des tas d'offices. Je crois qu'il y a même une pièce qui s'appelle le confiturier, ce que je trouve tout à fait joli. Souplesse qu'il faut aussi donner à la demeure. Au XVe et XVIe siècle, la distribution du rez-de-chaussée et du premier étage sont presque identiques. Il y a des énormes murs de refend et le plan du rez-de-chaussée se répète sans grande différence au premier étage, à ceci près que le premier étage étant l'étage noble, sauf en Bretagne où la situation est un peu particulière, on a à peu près 2 fois la même distribution avec beaucoup plus de luxe au premier étage. Mansart, au contraire, au château de Maison, vous voyez que l'étage noble est toujours là. Il y a effectivement la grande suite des pièces se trouve au premier étage. Le grand escalier y mène, une grande salle, un salon, une chambre à alcôve, une chambre à coucher, un cabinet. Alors que
au contraire, il y a des choses tout à fait différentes au rez-de-chaussée, notamment ce vestibule que l'on peut traverser, un second vestibule, et des petits appartements. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais montré l'hôtel de Beauvais où il y a des écuries et au-dessus où il y a une galerie. Au château de Vaux-le-Vicomte, là, il se passe une véritable révolution. C'est que l'étage noble n'est plus est inversé, si j'ose dire. C'est le rez-de-chaussée qui devient, comme vous le savez tous, parce que j'imagine que vous connaissez tous Vaux-le-Vicomte, ou si vous ne le connaissez pas, je ne saurais trop vous conseiller d'aller y faire un tour. La grande suite des appartements absolument somptueuses se trouve au rez-de-chaussée et à l'étage. Il y a déjà un couloir central avec une série d'appartements, de commodités beaucoup plus modestes. Là, il n'y a rien puisque le salon occupe en hauteur les 2 étages. Ce que vous voyez en rose, c'est une transformation de ces petits appartements à la fin du XVIIIe siècle, mais dès l'origine, dès 1660, il y a des petits appartements, des appartements de commodité à cette époque-là, et la grande enfilade des pièces, les grandes sont au rez-de-chaussée, et donc il y a au rez-de-chaussée presque au niveau des jardins, un peu au-dessus, puisque c'est un rez-de-chaussée surélevé. On a vu tout à l'heure les offices. Cette tendance qui est amorcée dans ce grand chef-d'œuvre qui est de la demeure française, qui est Vaux-le-Vicomte en 1650-60, va être oubliée pendant un moment, et puis elle va revenir en force au début du XVIIIe siècle pour devenir quasiment la règle, et en particulier dans les premières années du XVIIe siècle avec le Châteauneuf de Meudon qui a employé ceci. Et là, je vous montre un plan d'un autre traité d'architecture qui est le traité de Brizeux, de Charles-Étienne Brizeux, où on voit une de ces maisons de campagne, comme il y en a beaucoup en France, de grandes maisons de campagne. Vous voyez le rez-de-chaussée avec les escaliers qui descendent vers le jardin. Et toutes les principales pièces, les principaux appartements sont situés au rez-de-chaussée, le grand escalier, antichambre, salon, etc. Et tandis qu'à l'étage, il n'y a que des chambres et distribuées par un couloir central. Car ce sont 2 éléments fondamentaux de la demeure noble au XVIIIe siècle. D'une part, le salon et les appartements où l'on vit de la compagnie qui donnent directement sur l'extérieur, sur le jardin. Et ça, c'est le merveilleux château de Montgeoffroy, où enfin, la photo est très belle, il vous montre vraiment la prolongation du château dans le paysage. Et puis, à l'étage, le couloir central qui distribue les chambres. Donc quelque chose de complètement contrasté, qui n'a pu rien à voir véritablement avec la distribution jusqu'au XVIIe siècle. Donc une transformation complète et qui va durer très longtemps. Vous avez certainement rencontré dans des maisons du XVIIe siècle, du XVIIIe ou du XIXe siècle, ce genre de distribution. Si l'on regarde un petit peu l'histoire des pièces, on s'aperçoit que certaines apparaissent, que d'autres disparaissent, que certaines se transforment, que certaines se dédoublent, comme l'antichambre, tout au cours de la période que nous considérons. Je vais en prendre seulement 2 exemples. La première est la disparition de la salle et l'apparition du salon. Au château de Maison, la salle, nous l'avons vue dans le château de Jarzé, c'est vraiment la pièce
principale au XVe, au XIVe, XVe, XVIe siècle, et jusqu'au début du XVIIe siècle. Et le tournant se fait autour des années 1640, qui est vraiment un des tournants majeurs dans l'histoire de la distribution française. Et il se fait au château de Maison, où une grande salle rectangulaire est suivie d'un salon. Et les deux pièces ne sont pas plafonnées, elles sont très hautes sous plafond et elles sont couvertes d'une fausse voûte. C'est ce qu'on appelle des pièces à l'italienne. Elles font plus de la hauteur d'un étage. Et donc, à Maison, la dernière grande salle, enfin, on en fera encore beaucoup dans l'architecture modeste, mais la dernière dans la grande architecture, est suivie du premier salon. Et vous apercevez ici la frontière entre la salle et le salon. Vous voyez que c'est uniquement une grande arcade et de portes très larges, ce qui permet d'utiliser cet espace comme un espace de réception unique, qui donne à cette demeure un énorme espace de réception au premier étage. Et puis l'étape suivante est naturellement Vaux-le-Vicomte, avec ce grand salon ovale à l'italienne, qui se développe donc sur la hauteur de 2 étages. Là, vous apercevez l'enfilade des portes qui aboutit à une fenêtre. On est dans la longueur de l'édifice, et là, vous devinez la sortie côté jardin, puisque le salon est en avancée côté jardin. Superbe espace qui pose tout de même, d'abord il faut être très riche pour avoir un château, un espace pareil, et ensuite évidemment avoir des pièces sur 2 niveaux, ça complique un petit peu la distribution. À l'étage supérieur, il faut faire des petits couloirs pour tourner autour du vide de ce salon à l'italienne. Et ce salon a un tel succès qu'il se multiplie, et en se multipliant, il prend des formes plus ordinaires, plus habituelles. Et dès le début du XVIIe siècle, il y a naturellement plusieurs exemples de salons à l'italienne, j'en ai pris un parmi d'autres. Au château de Champs-sur-Marne, on crée 2 salons, ovales également, dans l'autre sens, mais qui sont 2 salons superposés, un au rez-de-chaussée, un au premier étage, de manière à utiliser l'espace, ce grand espace, aux 2 niveaux. Et puis, le salon se multiplie, se vulgarise et va dans des demeures de campagne, des demeures de particuliers beaucoup plus ordinaires. Et voilà, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, du salon du château de Merville, qui a toutes les caractéristiques du genre, c'est-à-dire que cette façade qui se courbe en avant sur la façade sur jardin, ce qui permet d'avoir cette pièce qui entre par de vastes portes-fenêtres qui communiquent avec le jardin. Autre pièce, la chambre à alcôve. Histoire mouvementée de la chambre à alcôve, car tout le monde pensait jusqu'à une date récente que l'histoire de la chambre à alcôve, c'était les précieuses, Madame de Rambouillet, et que c'est une forme qui se crée au XVIIe siècle. En réalité, et comme le alcôve vient de l'espagnol, alcoba, que c'était une forme originaire d'Espagne. En fait, il n'en est rien du tout. Et il y avait, au milieu du XVIe siècle, dans les années 40, dans les châteaux royaux, on a essayé de faire des niches pour placer le lit, des lits en niche. Le terme alcôve n'apparaît pas, mais vous voyez, le principe est là, dans ce petit château de la Muette que je vous ai montré en coupe tout à l'heure. Voilà des lits qui apparaissent dans les premières alcôves qui ne sont pas du tout d'origine espagnole, mais d'origine vénitienne. Car il y avait à Venise, c'est une vieille tradition vénitienne, de tels lits en niche,
Et la personne qui a fait passer, selon toute vraisemblance, le motif d'un pays dans l'autre, est le Bolonais Sebastiano Serlio, qui a signé son premier livre d'architecture à Venise et qui a été ensuite nommé architecte du roi de France, François Ier, et qui est passé en France. Et dans son livre 6, qui est un manuscrit, mais qui a été dessiné en France et qui est annoté par des Français, donc qui a été vu par des Français, on trouve cette charmante dessin de lit dans une niche qu'il appelle le posto del letto, la place du lit, et donc qui fait une apparition 100 ans avant que la vraie apparition de la chambre à alcôve. Ensuite, plus rien ne se passe. Apparemment, c'est oublié. Et presque 100 ans plus tard, apparaît tout d'un coup la chambre à alcôve, d'abord à l'hôtel de la Vrière, en 1939, au château de Maisons-Laffitte, au château de Vaux-le-Vicomte, et la combinaison de ces trois grands édifices phares de demeures de très grand prestige du milieu du XVIIe siècle fait que cette forme a un immense succès. D'abord, ce sont, comme vous voyez, ici, c'est la chambre du roi à Vaux-le-Vicomte. C'est une chambre à l'italienne, couverte par une voûte, extrêmement... C'est la chambre du roi, d'ailleurs, le balustre qui signale que c'est le roi qui habite là, c'est un privilège royal, une prérogative royale. Ces chambres, d'abord, chambres à l'italienne, même chose à Maison, à l'hôtel de la Vrière, vont, comme le salon, se vulgariser. Leur hauteur sous plafond va baisser et ils vont devenir un petit peu le fait de toutes les demeures, nobles de moyenne importance. Vous en avez certainement vu, même de bonnes demeures bourgeoises du XVIIIe siècle, comme ici, ou au XIXe siècle, on en fait encore. Cette alcôve, au XVIIIe siècle, une grande vogue, quoique certains auteurs de traités disent que c'est peut-être pas très sain d'être enfermé comme ça dans des rideaux. Néanmoins, l'alcôve a beaucoup de succès. Elle se développe non seulement dans les chambres, mais aussi dans cette pièce par excellence du milieu du XVIIIe siècle, qui est le boudoir. Et vous voyez ici un boudoir qui malheureusement n'existe plus, mais qui est pourtant bien caractéristique, avec son sofa et inscrit dans une niche. On pourrait multiplier les exemples de ces pièces, mais je préfère... il est préférable, quand on étudie la distribution intérieure d'un appartement, de ne pas avoir une vision trop parcellisée de chaque pièce. Car pour comprendre la fonction des pièces, les termes qu'on peut utiliser pour les décrire sont très très nombreux. Pour comprendre véritablement leur fonction, il faut comprendre leur place à l'intérieur de l'ensemble de la distribution de la demeure. Et il faut comprendre le système distributif d'ensemble pour arriver à comprendre comment se répartissent les différents moments de la journée, de la vie de la société à l'intérieur de la demeure. Et je vais prendre un exemple qui traverse véritablement toute la période, qui même commence au XIVe siècle, qui est, que j'ai intitulé de la chambre de Parement à l'appartement de parade. J'aurais pu l'appeler de la chambre de Parement à la chambre de parade. Et qui fait comprendre comment il faut regarder ces pièces et comment l'usage est important pour les comprendre. Voici une miniature qui représente le roi Charles VI dans les premières années du XVe siècle, en train de parler avec son secrétaire, Pierre Salmon, qui vient de lui rendre un livre. Bon, c'est une miniature classique, la première miniature qui figure en tête d'un livre.
Et il est dans sa chambre de parement, une chambre qui, vous voyez, se caractérise par un lit où il se tient assis, un lit de jour, et qui est couvert par, vous voyez, ce dais magnifique, et le tout fleur de lysée. Une chambre de parement, c'est une pièce caractéristique du XIVe siècle qui se maintient un peu au XVe siècle et dont je ne connais qu'un seul exemple au XVIe siècle, en 1501. Cette chambre de parement est une pièce qui est juste derrière la salle, qui est, comme vous voyez, à Châteaudun, où il y avait certainement les deux premières pièces, c'était des chambres de parement, des pièces très longues, pas le carré, mais plutôt rectangulaire, moins longue que la salle, un peu intermédiaire. Et l'usage était que le propriétaire de la demeure, le ou la propriétaire de la demeure, se tienne de jour dans cette pièce et que c'est là qu'ils reçoivent les visiteurs de marque. Donc, le visiteur est introduit dans le grand escalier, entre dans la salle et un serviteur le conduit de la salle à la chambre de parement, où le maître de maison ou la maîtresse de maison, il s'agit d'une femme, lui l'accueille et ensuite, éventuellement, si c'est quelqu'un de très important, on le fait pénétrer dans la partie plus privée de l'appartement qui se trouve derrière. Même chose comme ça. Idem pour le château de Gaillon, qui a été construit par le cardinal Georges d'Amboise, nonce du pape, cardinal archevêque de Rouen, un très important personnage, un peu l'équivalent d'un premier ministre pour Louis XII. Donc un personnage extrêmement important et de surcroît un prélat, et les prélats aiment beaucoup le décorum, comme chacun sait, enfin en tout cas au XVIe siècle. Et donc il a gardé, comme ses prédécesseurs, les archevêques de Rouen, une chambre de parement, où le lit devait se trouver ici d'ailleurs, et pas du tout du côté de la cheminée. Et c'est de là qu'il accueillait ses visiteurs, en lui montrant ensuite... Ah pardon, je suis trop près, vous auriez dû me le dire. Dans les différentes pièces plus petites de son appartement, notamment, là c'est sa chambre, qui était une chambre lambrissée avec des lambris dorés qui devaient être magnifiques, le cabinet doré qui, comme son nom l'indique, devait pas mal non plus, et la galerie où le cardinal avait disposé sa bibliothèque, tous ses livres, notamment des livres qu'il avait rachetés au roi de Naples, et des tableaux. Donc voilà comment se passait la réception depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, et qui continue ce mode de recevoir sous le règne de François Ier. François Ier, alors la différence, il n'y a plus de chambre de parlement, parce qu'à partir de les rois de France, à partir de Charles VII, à partir de l'exil en Val-de-Loire, ont pris l'habitude de se loger assez petitement. Vous n'ignorez pas non plus que la cour est nomade, et donc les appartements royaux sont, même pour le fastueux François Ier, extrêmement petits. Il y a une salle, une chambre, un cabinet, une garde-robe, et là, dans le cas de Fontainebleau, la célèbre galerie. Donc, on le sait parce qu'il y a énormément de textes qui le racontent. Le roi envoyait le grand maître accueillir les ambassadeurs dans la salle, il les recevait dans la chambre, et ensuite, il tirait de sa poche la clé de la galerie, et devant ses visiteurs éblouis, il commentait cette pièce somptueuse avec tout le décor au sujet très peu compréhensible d'ailleurs pour les iconographes, même aujourd'hui, de cette galerie. Et lui était la personne qui savait, qui était un petit peu entre le monde des philosophes et le monde ordinaire, et donc il commentait ses peintures, et ensuite il descendait l'escalier qui se trouve là, il passait à l'appartement des bains qui se trouve en dessous, où il y avait toutes les grandes collections de peintures de la couronne, notamment la Joconde, etc., qui se trouvaient en bas, et puis les bains, proprement dit, étant de ce côté-là, et toujours, comme par hasard, dans les chambres de repos des bains, on trouvait une collection des plus jolies femmes de la cour. Et donc,
Voilà était un peu la manière dont François Ier accueillait et guidait ses visiteurs. Et comme on en a un nombre de récits assez considérable. Et qui était finalement dans la tradition médiévale. Mais la tradition ne va pas tarder à changer, et elle change dès le règne suivant. Dès le règne suivant, et ça se voit à l'apparition d'une pièce entre la salle et la chambre du roi. On est ici au Louvre, et au premier étage du Louvre, c'est l'appartement d'Henri II, et entre la salle du roi et la chambre du roi, voilà une pièce nouvelle qui s'appelle l'antichambre. Antichambre de l'italien anticamera, qui est d'ailleurs considéré par certains grammairiens du XVIe siècle comme une horrible fabrication, qui commence à renverser complètement le mode de réception des rois de France. En effet, les visiteurs maintenant vont dans la salle du roi, et là, à l'entrée de l'antichambre, ne sont admis que ceux des visiteurs qui pourront ensuite, au moment du lever, le matin, passer dans la chambre. Et donc il y a un tri qui commence à se faire entre les courtisans de moindre importance et ceux de plus d'importance. Et quand le roi reçoit des ambassadeurs, il fait traverser toutes ces pièces, enfin ces deux pièces, aux ambassadeurs et les reçoit toujours dans sa chambre. Donc le roi s'éloigne du monde des courtisans. Et comme une société de cour est par définition hiérarchisée, on se tue pour des problèmes de préséance, il était bien évident qu'ayant commencé par mettre une antichambre, ce qui est à peu près dans tous les appartements d'Henri II, cette antichambre ne va pas tarder à se multiplier. Et dès le règne suivant, le règne de Charles IX, à Fontainebleau, on voit une double antichambre, c'est-à-dire deux pièces entre la salle et la chambre, l'appartement de Charles IX, l'appartement de sa mère, Catherine de Médicis, même chose. Et donc, voilà qu'entre le visiteur et le roi, il y a maintenant, avec la salle, 3 pièces à traverser. Puis, je raccourcis, arrive sur le trône de France Henri III, dans une période très troublée que vous savez, Henri III qui essaie par tous les moyens de restaurer la dignité royale, la majesté de la couronne. S'y prend-il comme il faut, ça c'est une autre chose, mais en tout cas, il pense que le cérémonial de la cour et que tout ce qui, visuellement, la manière de présenter de cette personne peut être un instrument pour restaurer la dignité royale. Et en 1585, il fait rédiger le premier cérémonial rédigé de France, avant tout est passé oralement, en tout cas pour le cérémonial quotidien, dans lequel il réorganise complètement la vie de la cour. Et au Louvre, il transforme le Louvre grâce à un mur qu'il fait construire, ou à une cloison en tout cas, de manière aménagée entre la salle et sa chambre, qui reste au même point, 3 pièces. Une antichambre, une seconde qu'il appelle la chambre d'État, une troisième qu'il appelle la chambre d'audience, et enfin, pour arriver à sa chambre. Donc le roi se recule au fond d'une série d'antichambres, et il écrit aussi le scénario. Donc le matin, tout le monde doit se grouper suivant sa qualité dans une des pièces nommées. Quand on dit le roi est levé, chacun avance d'une pièce, donc ceux qui étaient dans la chambre d'audience passent chez le roi, etc., etc. Quand le roi sort pour aller à la messe, etc., le ballet se fait en sens inverse. Je ne vais pas vous raconter toute la journée, mais vous comprenez comment fonctionne ce système. Ce système qu'il faut que pour aller voir le roi, le courtisan fait une sorte de parcours, long parcours à travers un château pour apercevoir la majesté royale, si par hasard
il le peut. Et quand il y a une grande réception, c'est souvent les grandes réceptions des ambassades, les hôtes doivent traverser on en connaît une, la remise au roi de l'ordre de la Jarretière en 1585 justement. Les nobles visiteurs anglais traversent toute la suite de pièces et dans chaque pièce est placée une catégorie de courtisans allant de la catégorie la moins importante à la plus importante. Plus on s'approche du roi, plus il y a des personnages de haut rang et le roi est finalement dans sa chambre entouré des chevaliers du Saint-Esprit, c'est-à-dire les quelques personnes à qui il a donné cet ordre de chevalerie qu'il a créé lui-même. Donc vous voyez comment, du tout au tout, le mode de réception et la vie de cour se transforment du tout au tout. Et ce qui se passe en France, d'ailleurs, est un phénomène assez international. La France était même plutôt en retard sur ce grand déploiement d'antichambres. La première ville dans laquelle ça se fait à Rome, et ce sont les palais des cardinaux romains qui sont les premiers à adopter ces suites de pièces qui peuvent être d'ailleurs beaucoup plus longues que celle-ci. Et l'affaire n'est pas finie. Et on voit donc les projets en conséquence, les projets d'architecturaux vont devoir tenir compte de cet allongement des pièces nécessaires à un souverain dans une suite royale. Et vous voyez ce projet pour le palais des Tuileries, palais de Catherine de Médicis, palais dont on sait une seule chose, c'est que, ce projet dont on sait une seule chose, c'est qu'il est publié par Jacques Androuet du Cerceau en 1579. Appartenait-il au projet originel de Catherine de Médicis et de Philibert Delorme ou non? Ceci est un très grand mystère que je ne tenterai pas d'éclairer ici, mais on aperçoit en tout cas, du côté, il y a juste eu cette partie centrale qui a été construite à ce moment-là. Donc c'est un projet qui peut aussi être l'œuvre, non pas de Jacques Androuet du Cerceau, mais de son fils Baptiste, qui, depuis 1575, est architecte du roi. Donc c'est là que la difficulté est de comprendre la date de ce projet, mais quoi qu'il en soit, on voit très bien cette longue suite de pièces qui s'étend des deux appartements royaux autour du grand escalier construit par Philibert Delorme et des deux salles construites par Philibert Delorme. Donc voilà cet allongement des appartements qui me semble très caractéristique de cette fin du XVIe siècle où, avec le cérémonial s'amplifiant, les suites royales s'amplifient. Non seulement d'antichambre, mais aussi in fine, parce qu'il faut tout de même pouvoir avoir un petit peu de tranquillité quelque part, les cabinets, c'est-à-dire ces pièces intimes, les seules pièces intimes d'un appartement royal, tendent à se multiplier. Dans son propre hôtel à Paris, Catherine de Médicis avait 3 ou 4 cabinets avec des peintures, des décors différents, donc ces cabinets qui se multiplient à cette époque. L'histoire n'est pas encore finie, car sous le règne d'Henri IV, on est encore dans cette même logique. Henri IV, quand il dessine des appartements, fait dessiner des appartements, il y a seulement une antichambre, c'est des appartements plus sobres. Mais quand, comme en 1608, il doit recevoir l'ambassadeur d'Espagne dans des circonstances très particulières, c'est... vous savez, les difficultés qu'il y a eu entre la France et l'Espagne à la fin du XVIe siècle, et Henri IV, qui s'est converti, on le sait, tard, et après des guerres civiles, veut absolument rétablir son prestige vis-à-vis des rois, la monarchie la plus snob du moment, c'est-à-dire la monarchie du très catholique roi d'Espagne. Et donc, il décide de faire un grand tralala maximum.
et donc de recevoir à Fontainebleau l'ambassadeur d'Espagne le plus somptueusement possible. Et à cette occasion, on invente ce trajet que je vous ai mis là, où l'ambassadeur et sa suite vont traverser, monter un grand escalier très long à monter d'ailleurs. Première pièce, qui était la première antichambre de Charles IX. Deuxième antichambre. Il traverse aussi la chambre de François Ier, qui était la chambre de Charles IX. Il traverse encore la chambre d'Henri IV, qui était passée derrière, puis ce cabinet, une autre pièce là, et enfin, le roi était ici, sur un trône entouré d'un dais, et pour allonger la suite des pièces à traverser, le roi avait transformé temporairement en salle du trône ce qui était en temps ordinaire l'antichambre de l'appartement de la reine. Donc on voit cette architecture un peu éphémère qui se crée à l'intérieur d'un appartement pour une fête, pour une réception. Et l'on voit par voie de conséquence que la chambre du roi, qui n'est plus l'endroit ultime où vient buter toute réception, c'est aussi un espace que l'on peut traverser. Qui dit un espace que l'on peut traverser est évidemment un espace, même si c'est à l'occasion d'une fête, c'est un espace qui n'a plus du tout le même côté sacré, la même intimité, en tout cas pour les pièces qui se trouvent derrière cette chambre, qui sont ici traversées aussi, que dans la période précédente. Et donc il devient urgent de créer, à la fois pour avoir la possibilité, qui est un petit peu fabriquée de bric et broc ici, de recevoir noblement ses visiteurs et en même temps de conserver un appartement avec un minimum d'intimité, de dédoubler l'appartement. Et c'est comme ça que, to make a long story short, on arrive à Versailles où le grand appartement avec la chambre est là. Il y a tout un circuit public et à l'intérieur qui se crée probablement, enfin plusieurs étapes que je ne vais pas détailler ici, un trajet privé et donc le dédoublement de l'appartement du roi. Et c'est donc à partir de ce moment-là que l'on peut véritablement parler d'un appartement de parade, puisque il ne sert plus qu'à la parade et le roi n'y habite plus. Ça, c'est pour les appartements royaux, mais pour les appartements des grands seigneurs, on voit une évolution assez comparable, ce qui est après tout, somme toute, à peu près normal. Revenons à notre cardinal d'Amboise. Donc, le cardinal d'Amboise avait ce grand appartement avec une salle, enfin ce grand logis avec une salle, sa chambre de parement, ses 3 chambres, etc. Le seul ennui, c'est que quand le roi, et comme c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, le roi Louis XII vient coucher chez lui, le cardinal n'avait plus qu'une seule solution, c'était d'aller coucher ailleurs. Ou bien, à moins que le roi, usant d'une vieille coutume médiévale qui va vous sembler très bizarre, mais qui est attestée pendant au moins une moitié du XVIe siècle, n'invite le cardinal à partager son lit, enfin qui est devenu le lit du roi pour la circonstance. Et donc, c'est un inconvénient majeur quand on a un souverain qui, comme François Ier, ne tient pas en place. Quand François Ier passe 15 jours quelque part, c'est vraiment au maximum, et qui visite vraiment tout le royaume de France. Or, accueillir le roi chez soi, c'est évidemment non seulement un grand honneur, mais un grand signe de faveur. Mais comme dit un très joli poème du XVIe siècle, à côté de dame faveur, il y a dame opulence. Dame opulence, c'est tout vis-à-vis d'elle. Et n'est aucun qui ne la trouve belle. Et donc, tout le monde a envie, effectivement, d'avoir faveur et l'opulence qui va, c'est-à-dire les bénéfices, les charges ecclésiastiques,
qui vont avec quand on est bien en cour du roi. Et donc, il va y avoir une espèce de petit concours à l'intérieur du monde des grands seigneurs, sachant que le roi aime aussi beaucoup l'architecture, de construire un château où le roi aura envie de passer. Et il y en a toute une série. Je vais vous en montrer d'abord un où, malheureusement, ça n'a pas réussi. Ni François Ier, ni Henri II ne sont passés. Et si, il y a un souverain qui est passé, Louis XIII, mais enfin, tout de même, disons, le retour sur un terrain a été long à obtenir. Et ce très beau château de Bourgogne, qui est le château d'Ancilfranc, a une caractéristique qu'on va retrouver dans tous les châteaux de cette catégorie. D'abord, c'est un très beau château, très bien construit. Malheureusement, là, vous êtes un peu frustrés parce que je vous montre que des plans. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que le propriétaire n'habite plus dans le bel appartement derrière la salle. Le propriétaire est là, c'est un projet de l'italien Serlio, et le propriétaire, la chambre du propriétaire est ici, à côté de sa librairie, c'est-à-dire sa bibliothèque là, et de la galerie privée qui est ici. Et derrière la salle, il y a un très vaste appartement qui s'appelle, depuis la fin du XVIe siècle, l'appartement du roi, parce qu'on a espéré à un moment qu'Henri III y passerait. Pas de chance, il n'y est pas passé, mais enfin finalement Louis XIII est passé, et qui se trouve être le seul appartement du règne de François Ier où apparaisse une anticamera, c'est-à-dire une antichambre. Parce que, évidemment, c'est un palais qui est dessiné par un Italien, et donc il a introduit tout naturellement cette pièce qui était alors absolument inconnue en France. Si M. de Clermont-Tallard n'a pas eu de chance et n'est pas arrivé à faire venir le roi chez lui, tel n'a pas été le cas d'Anne de Montmorency dans le château d'Annay. Anne de Montmorency, le château d'Écouen, pardon, dans le château d'Écouen, qui est commencé dans les années 1539. Et pas de chance, le château commençait à sortir de terre, cette partie-là est commencée, quand intervient en 1541 une brouille entre le roi et son connétable et grand maître. Et donc, le connétable est consigné dans ces quartiers jusqu'à à la mort de François Ier en 1547. Mais heureusement, il était très bien avec son successeur Henri II, et donc il est parvenu à faire venir Henri II au château d'Écouen à 8 ou 10 reprises, je ne sais plus, dans un règne qui est tout de même à peine plus de 10 ans. Et son château est dessiné de la même façon, c'est-à-dire que derrière la grande salle du château, il y a la chambre du roi, avec les armes d'Henri II absolument partout, et chambre du roi, qui a non seulement une chambre, un cabinet et une garde-robe, mais même aussi une immense galerie, la galerie de Psyché, si bien que le roi peut jouir et je pense que l'appartement, même s'il a été réalisé pour Henri II, a dû être prévu, les plans, parce qu'il n'y a pas d'antichambre notamment, les plans ont dû être dessinés sous le règne de François Ier. Donc le roi pouvait avoir un appartement aussi vaste que dans ses propres châteaux, tandis que le connétable lui-même avait une première pièce qu'on peut appeler salette ou antichambre. D'ailleurs, vous voyez, une salle beaucoup plus petite. La chambre était là. Il avait lui aussi sa galerie. Il avait une tribune qui donnait sur la chapelle. En montant cet escalier, il n'était pas trop mal logé. Il avait aussi une librairie, une bibliothèque. Et en descendant par là, il arrivait à l'appartement des bains. Donc il avait aussi un appartement vaste. Mais on voit que l'appartement derrière la salle est l'appartement que l'on réserve au roi. Et comme le roi, même s'il passe, dans la plupart du temps, il passe rarement, c'est en fait un appartement qui, en temps ordinaire, sert relativement peu, mais sert à recevoir tous les autres illustres, toutes les personnes que l'on veut honorer. Et donc un appartement que l'on décore
et où l'on peut aussi tenir un certain nombre de fêtes, comme des mariages, comme les baptêmes ou les visites à la jeune mère, etc. Bref, c'est un appartement de réception qui se détache complètement de la vie habituelle de la demeure. Donc cela continue. Mon château de Cadillac en 1599, le duc d'Épernon, un peu poussé par Henri IV, qui préférait qu'il construise plutôt qu'il fomente quelques bagarres dans la région, lui demande de construire un château en demandant à ses architectes de fournir les plans. Et l'on voit là encore que l'appartement du roi est précédé par la salle, tandis que l'appartement du propriétaire est précédé par des pièces plus petites. Et l'exemple le plus extrême et le plus imprévu est celui de Marie de Médicis au palais du Luxembourg. Ce grand palais qui a été un peu qui est le Sénat aujourd'hui, et dont toute la moitié que j'ai mis en bleu ici était un immense appartement pour Marie de Médicis, avec toute une série de cabinets, en particulier sa chambre était là, un oratoire, enfin toute une série de pièces qui s'étendaient sur toute cette partie-là. Et l'autre partie du château était dédiée au roi, mais pas au roi son fils. C'est un appartement qui a commencé 5 ans après la mort d'Henri IV. Non pas au roi son fils, mais au feu roi son époux. Et il y avait tout un décor extérieur, intérieur, de portraits d'Henri IV, de monogrammes d'Henri IV. Rubens devait faire toute une série d'un cycle de peinture sur les hauts faits d'Henri IV, comme de l'autre côté, celui qui est aujourd'hui au Louvre, sur les hauts faits de Marie de Médicis. Bon, la raison en est assez simple, c'est que pour exister politiquement, la veuve de Marie de Médicis avait besoin de se recommander de Henri le Grand, ce roi qui commençait déjà à avoir une légende extrêmement favorable, et donc pour s'imposer politiquement à Paris, elle s'impose par cet immense palais, et en soulignant autant qu'elle le peut qu'elle était la veuve d'Henri IV. Inutile de vous dire que cette partie-là de l'appartement, de la demeure, a été construite beaucoup plus lentement que l'autre moitié. Et autre fait assez intéressant, cette galerie-ci était beaucoup plus publique, parce qu'on pouvait y entrer par une série de pièces, et en passant par là, par quelque chose qui n'a jamais été terminé d'ailleurs, on devait pouvoir accéder à la salle de bal. Donc, autant la galerie des Rubens, la galerie de Marie, était une galerie privée, et on en a quelques épisodes qui le révèlent très très bien. Il avait fallu que Richelieu soudoie un domestique pour arriver à passer par la galerie, pour pouvoir rentrer le jour de la journée des dupes discrètement dans l'appartement de la reine et rencontrer Louis XIII. Donc, autant à droite, la galerie était une galerie privée à la mode du XVIe siècle, autant la galerie de gauche était déjà une galerie de parade, une galerie d'appartements à la mode du XVIIe siècle et à la mode de la future galerie des glaces. Alors, à partir de ces grands exemples, il y a, si vous visitez des châteaux en France, vous verrez partout la chambre du roi, l'appartement du roi. Et c'est en ce sens, comme ici au château de Cheverny, le roi y a couché une fois, c'est tout simplement cet appartement de parade du XVIIe siècle qui ne sert pas du tout de manière coutumière au propriétaire, qui est un appartement de réception où on tient les réceptions et où on fait l'honneur de loger des hôtes de marque. Et puis, peut-être un jour, on a cette grande chance de loger le roi. Et ça, c'est une grande coutume des appartements jusqu'au XVIIe siècle inclus. Autre exemple, au château de... Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que je me rapproche de cette chose.
au château de Brissac. Au château de Brissac, là encore, l'appartement du roi, c'est tout simplement l'appartement de parade à la française, tel qu'il va s'impose très largement dans toutes les demeures et se vulgarise en quelque sorte au XVIIe siècle. Et puis, autant, et probablement avec la cour se fixant définitivement à Versailles, outre que le nom appartement du roi n'a plus trop grande chance d'être attribué, donc cet appartement de parade, lui aussi, va peu à peu perdre de son importance. Dans cet exemple tout à fait caractéristique de l'architecture de papier, c'est-à-dire de l'architecture de traité, on n'a jamais vu autant de pièces dans une demeure. On sent que Blondel a mis toutes les pièces là aussi pour expliquer de manière pédagogique un peu toutes les cas de figure. Blondel nous explique que dans sa maison de campagne, il y a 3 appartements. L'appartement de parade, qui est ici, l'appartement de commodité, c'est-à-dire le petit appartement confortable pour l'intimité du maître de maison, qui est ici, et puis là, quelque chose de nouveau qui s'appelle l'appartement de compagnie. Et il explique très bien dans son traité que cet immense appartement-là est très luxueux. On fait des meubles exprès pour quand on construit, mais on s'en sert très très peu. Et que la vie de château se déroule essentiellement dans cette partie-ci de la demeure, où se tient la compagnie, c'est-à-dire l'entourage des personnes, des nobles personnages qui habitent à la campagne, avec la salle à manger qui est ici, une pièce pour décider ce qu'on va faire dans l'après-midi, Dixit Blondel, qui se trouve là, ensuite une salle de compagnie qui est là pour les personnes qui ne voudraient pas aller se promener dans le jardin, mais qui préféreraient jouer aux cartes ou bavarder, qui se trouve là. Puis un cabinet ici, parce que des gens veulent pouvoir s'isoler pour lire, donc il est bon qu'ils ne soient pas dans la même pièce que les autres. Et enfin, pour quiconque voudrait prier, ce qu'on appelle le salon de la chapelle, qui est en fait la nef de la chapelle, du sanctuaire, où se tient ici. Bon, c'est une vision un peu pédagogique de quelque chose qui existe dans la réalité de manière beaucoup moins détaillée, beaucoup moins étendue dans la plupart des exemples. Mais le fait est que cet appartement de parade, qui vous voyez a une galerie, un salon, une chambre alcôve, une double antichambre, une salle d'assemblée. Donc la première antichambre, c'est pour les valets. La deuxième antichambre, c'est pour les commerçants qui viennent, ou les artisans qui viennent se faire payer. La troisième salle d'assemblée, ça c'est pour les personnages plus importants qui attendent d'être reçus dans la chambre. Et puis la galerie, qui est un grand lieu évidemment de réception, le salon de la galerie, qui vient doubler déjà un grand salon qui se trouve, qui est à l'italienne d'ailleurs, qui se trouve comme un vol-vicomte au milieu de la distribution. Donc la réalité est que cet appartement de parade continue à exister, surtout dans les architectures anciennes. On en a en tout cas un certain nombre d'éléments, mais qu'il se réduit au profit de l'appartement de compagnie, c'est-à-dire ces pièces plus logeables, plus confortables, parce qu'elles ne sont pas trop grandes, et dans lesquelles on se tient avec des meubles moins imposants, et dans lesquelles la société du XVIIIe siècle se réunit plus ordinairement. Et c'est un peu comme ça que disparaît, sans disparaître complètement, mais
se vide de son sens, cet appartement de parade, au profit des petits appartements qui vont se multiplier dans le cours, en particulier au milieu du XVIIe siècle. Des petites pièces beaucoup plus basses de plafond, où sont aménagés, comme ici, un boudoir, une chambre, là on est au château d'Ansuy, avec vue sur le jardin que vous voyez ici, et puis de l'autre côté, vue sur un magnifique paysage. Cette manière de vivre, beaucoup plus décontractée, beaucoup moins d'apparat, qui caractérise la société à la fin, au milieu du XVIIIe siècle, à cette période où justement les Français acquièrent définitivement dans l'Europe entière, jusqu'à la Russie incluse, cette réputation d'être les premiers architectes en ce qui concerne la conception de l'intérieur des demeures. Voilà, je vous remercie.